Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de septembre. Alors j'ai réussi à lire 4 livres. C'est pas énorme mais on va dire que vu les livres que j'ai lus c'est bien. J'ai aussi lu 2 contes et je n'ai pas réussi à finir un livre de plus. À 15 minutes près j'y étais. Je vais commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu c'est Putain de chat 2 de la puce. Alors c'est l'histoire d'un homme qui a un chat et son chat est démoniaque. Il veut simplement l'embêter tout le temps, le faire chier le plus possible, voilà. D'ailleurs ça se voit derrière. Voilà. Bon j'ai adoré, hein. C'était super sympa, c'était plein d'humour, c'était hilarant, j'étais adorée tout le temps. Et puis j'ai retrouvé mon chat. Parce que comme vous le savez maintenant mon chat est un chat noir. Et parfois elle fait des choses que ce chat fait aussi. Et oui, diabolique les chats. Peut-être le seul problème avec ce livre, c'est qu'il est trop court. J'aurais voulu en voir plus. Et aussi, je suis illogique, hein, vous le savez déjà. J'ai commencé par le tome 2. Oui, le tome 1 c'est ça. Voilà. Mais oui, voilà. Oui, là, le problème avec les chats noirs. Hein. Génial. Ah oui. Elle n'a pas encore fait ça, heureusement. Mais oui, voilà, donc j'ai hâte de lire le premier tome. Et puis s'il y en a d'autres, je pense que je les lirai aussi parce que bon, c'est sympa. Et c'est un livre emprunté. J'ai lu un livre emprunté. Ensuite, j'ai relu Maudit, donc The Accursed, de Joyce Carol Oates. Évidemment, c'est toujours aussi bien, toujours aussi génial, toujours aussi dense, toujours aussi long. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à le lire cette fois que la première fois. Peut-être parce que je connaissais déjà l'histoire et peut-être aussi parce que j'ai pris des notes un peu partout. Voilà. Donc j'ai peut-être pris un peu moins de plaisir à le lire du coup. Évidemment l'écriture est toujours aussi bonne. Bon, il y a toujours... je comprends pourquoi certains n'aiment pas, évidemment. Je comprends. Mais c'est quand même génial. Il y a la complexité des personnages, chaque personnalité est bien travaillée. Il y a aussi plein de réflexions, mais genre plein sur la société, critique de la société donc, sur la religion, critique de la religion, sur l'amour, sur la femme. C'était génial, bien sûr. Il y a aussi du féminisme, notamment avec les personnages d'Annabelle Slade et de William Naber. Il y a aussi, comme nous sommes dans un roman gothique, du sang, des meurtres, des fantômes, des choses étranges, des démons. Je pense qu'il y a un vampire aussi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pages qui annoncent les parties. Je trouve qu'elles sont très belles. L'auteur nous montre aussi ici l'hypocrisie de la société princetonienne, qui est quasi pas supportable. Qu'est-ce que tu veux ? Alors désolée, petite invasion de Mishka qui veut des câlins, voilà. Je vais quand même poursuivre cette vidéo, si j'y parviens. Je disais, ici Oates dénonce l'hypocrisie de la société princetonienne, donc la société noble, assez snob, qui n'accepte pas les personnes un peu... Enfin, d'autres classes sociales, d'autres confessions religieuses... Voilà, qui ont d'autres cultures aussi. Je vous parlais de la religion, je peux quasi vous dire que ce livre est anti-religieux. Parce que l'auteur, en fait à la fin démolit la religion, je trouve. Mais bon, c'était excellent. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on tombe sur un narrateur en qui on peut pas avoir confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie de l'histoire. Je ne vous dirai pas c'est qui. Mais il fait partie de l'histoire. Et du coup, on sait qu'on peut pas totalement croire ce qu'il dit en fait. Donc ce livre est génial. J'ai tout aimé. Et il y a des scènes horribles évidemment. Et je vous ai déjà parlé de la scène assez affreuse du meurtre d'une femme avec un ventilateur.
C'était affreux. Affreux. Je vous le dis. Donc ce livre est parfait pour vous faire bien peur, pour Halloween, voilà. Je vous le recommande fortement. Bon, il est long, il fait peur, mais voilà. Et il est traduit en français, donc allez-y. L'envahisseur est parti. Je peux reprendre. Donc, Maudit. Je joue beaucoup sur la tradition des romans gothiques avec les châteaux, les fantômes, la malédiction, toujours cette malédiction évidemment. Ici c'est une malédiction familiale et on apprend à la fin comment elle a commencé et pourquoi elle s'est mise en place comme ça. Alors ici on retrouve deux choses qui m'énervent énormément mais qui sont critiquées, donc c'est important, vous allez voir critiquer dans ce genre de roman. Le racisme et le sexisme. Alors, le sexisme parce que les femmes doivent suivre les recommandations de leur mari entre guillemets. Par exemple ici on suit Woodrow Wilson qui sera président par la suite, donc là qui est présidente de l'université de Princeton, et qui dit par exemple qu'il ne voit pas pourquoi on donnerait les votes aux femmes, puisque les femmes vont de toute façon soit voter comme leur mari parce qu'elles aiment leur mari, soit par esprit de contradiction et parce qu'elles détestent leur mari, voter contre lui. Ce qui sous-entend donc que les femmes ne peuvent pas réfléchir par elles-mêmes et donc basent leurs opinions sur celles de leur mari. Voilà. Annabelle par exemple, qui est une fille jeune fille d'une riche famille, la première je crois jeune fille, enfin l'aînée quoi, l'aînée des filles en tout cas puisque son frère Josiah est plus âgé qu'elle, est faite pour se marier évidemment. On lui a dit qu'elle devait se marier dès le début, on lui a dit avec qui puisque c'est un mariage arrangé en quelque sorte, et elle confie à son amie qu'en fait elle veut pas se marier. Elle voudrait travailler, avoir un salaire, c'est-à-dire travailler, être artiste, et le mariage, elle s'en fout, concrètement. Oh, bien sûr, celle qui représente plutôt le féminisme, c'est Wilhelmina, qui elle refuse de se marier et qui travaille. Voilà. Ensuite, concernant le racisme, bien, tout simplement, les noirs sont des esclaves ou des serviteurs, mais en tout cas, ils sont considérés comme des esclaves. En gros, ce sont des descendants d'esclaves, mais bon. Ils ont le même rôle. Si on regarde bien, ils ont le même rôle. Donc ils sont considérés comme des sous-hommes. Génial. Et bien sûr, il y a aussi la question des juifs qui en fait sont admis à l'université mais qui ne sont pas admis dans le campus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir, enfin ils ne peuvent pas être admis par exemple dans les maisons représentées par à l'université, les fraternités. Donc ils peuvent pas être admis là, ils peuvent pas manger avec les autres, tout ça, ils peuvent pas vivre avec les autres, donc voilà. Parce qu'ils sont spéciaux entre guillemets. Bien. Ensuite, il y a aussi une espèce de représentation de l'homosexualité. Mais par les mêmes moyens que les romans gothiques classiques, c'est-à-dire les moyens du vampire, notamment. Je vous ai dit qu'il y avait aussi une critique de la société. Et aussi, étrangement, en fait, ici on retrouve la question du double avec l'apparence, la réalité, notamment avec le personnage de Jack London et d'Upton Sinclair, donc avec la question du socialisme, qui était étrangement une question que je ne m'attendais pas à voir dans un roman gothique. Dans ce livre, je vous disais que les personnages étaient très développés, mais en fait, il n'y a pas vraiment de personnages principaux, puisque vraiment, ils sont vraiment tous développés. J'ai dit 3 fois le mot vraiment en 3 secondes. La malédiction se concentre d'abord sur la famille Slade, et notamment sur les petits-enfants, c'est-à-dire Josiah, Annabelle, Todd et Oriana. Mais en fait, au fur et à mesure, la malédiction se répand dans tout Princeton, et donc touche toutes les familles, les Burr, les Fitz-Randolph, les Van Dyck, tout ça. Et même les Wilson. Annabelle est censée être l'héroïne gothique par excellence, et c'est exactement ce qu'elle est, puisqu'on voit son évolution, enfin je veux pas vous spoiler ni rien, mais concrètement on voit son évolution, et j'ai adoré ce personnage. Josiah, lui, est aussi un personnage typique, entre guillemets, mais il évolue également. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'en fait, il a été élevé d'une certaine façon par sa famille, et il se rend compte qu'en fait, il peut penser par lui-même, c'est-à-dire qu'il peut penser de façon... Enfin, en fait, comme dans tous les romans gothiques de Oates, il y a division familiale à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a les enfants d'un côté et les parents de l'autre, les parents qui restent dans la tradition, dans la religion, dans les valeurs, sexisme, racisme, tout ça, alors que les enfants, eux, évoluent, c'est-à-dire vers l'égalitarisme, le socialisme, vers le féminisme aussi, vers une meilleure... Enfin, l'égalité entre
les confessions religieuses, entre les personnes de différentes couleurs de peau et les personnes des sexes opposés. Ce qui est génial. Alors, je vais pas vous parler de tous les personnages, sinon je pourrais y passer des heures. Mais concrètement, l'un des personnages que j'ai préféré ici, en plus d'Annabelle et Josiah, c'est Adelaide Burr, qui en fait est une invalide, une jeune invalide d'ailleurs, qui se retrouve dans sa maison de Maidenstone House, je crois. Donc elle est coincée là puisqu'elle ne peut plus rien faire d'autre. Enfin, elle doit rester dans son lit, elle est malade, elle a plein de trucs différents qui lui tombent dessus. Donc en bref. Et en fait, on a des parties de son journal, si je vous trouve des parties. On a des parties de son journal qui en fait sont représentées comme ça. Et en fait, on voit tout l'esprit de cette femme. Cette femme est intelligente, elle a de l'esprit, elle est courageuse entre guillemets, et en même temps, elle essaie de suivre la tradition et en même temps, elle se révolte contre. Il y a aussi une mention du spiritualisme qui m'a fait penser à La légende des Bloodmore, du même auteur. Enfin, c'était génial. Et Wilhelmina m'a fait penser à la Wilhelmina de Dracula, puisqu'elles portent le même nom et elles sont un peu aussi rebelles entre guillemets l'une que l'autre. Les personnages dont je vais vous parler, Woodrow Wilson et Jack London, qui m'ont absolument agacée, c'était affreux. Je me dis que si ces personnes étaient vraiment comme ça dans la réalité, oh mon dieu, c'était très agaçant. La fin nous révèle tout, c'est-à-dire qu'elle nous révèle les origines de la malédiction, elle nous révèle pourquoi finalement la famille s'est divisée, et en fait elle nous montre que l'apparence, il faut jamais croire les apparences concrètement, c'est... En fait, à chaque fois qu'on finit un livre de Joyce Carol Oates, on lit la fin, comme par exemple dans La légende des Bloodmore, qui m'a aussi choquée. Bah, Bellefleur aussi, en fait. Moins les mystères de Winterfell, mais Bellefleur et La légende des Bloodmore finissent un peu dans le même ton que Maudit. On lit la fin et on se dit waouh, Joyce Carol Oates a un don pour finir ses romans de façon complètement inattendue. Et c'est ce que j'adore chez elle. En plus de tout le reste, c'est-à-dire de l'écriture, des personnages, du développement de l'histoire, des éléments gothiques, enfin, j'aime tout chez Joyce Carol Oates, donc voilà. Je pense que je lirai de nombreux autres de ses livres. Et si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. Essayez au moins un de ses romans. Peut-être pas le plus long, ou peut-être pas Maudit, mais un autre, un moins long peut-être. Je sais pas si ça existe. C'est quand même Joyce Carol Oates, même par un livre plus court, mais c'est génial. Après avoir lu Maudit, j'ai lu The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Donc c'est une histoire, c'est une dystopie où les femmes sont rangées par catégorie. En fait, elles sont catégorisées par rapport à leur fécondité, c'est-à-dire celles qui peuvent avoir des enfants et celles qui ne peuvent plus, concrètement. Parce que toutes les autres, en fait, il y a une seule catégorie qui peut avoir des enfants et toutes les autres sont considérées comme plus capables d'en avoir. Donc déjà là, on sent que le système est assez agaçant pour quelqu'un qui croit en l'égalité homme-femme, le féminisme, tout ça. Mais alors, ce livre est agaçant par le système qui se trouve là-dedans, mais en même temps, on sait que l'auteur écrit ce livre pour dénoncer un système pareil, ou la possibilité d'un système pareil. Alors on suit une servante, dont je ne dirai pas le nom parce que c'était une grosse surprise pour moi de découvrir ce que son nom signifiait. Donc on suit une servante dans son quotidien, il va lui arriver des choses, tout ça. On découvre le basculement de la société vers ce système totalitaire. On découvre aussi sa vie avant. En fait, on découvre sa vie avant par bribes et des fois on sait même pas que ce sont des flashbacks au moment où on commence à les lire, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu. Donc ça c'est un peu... Parfois c'est un peu confus, mais c'est ce qui fait tout le charme et toute l'émotion en fait du livre, puisqu'on se rend compte que la narratrice n'a pas envie de se souvenir et en même temps elle est obligée de se souvenir. Donc le livre est divisé en chapitres et en fait ce sont des... Enfin comment dire, par exemple c'est une journée, une nuit et c'est un peu tout long comme ça. Mais bon, parfois il y a de longs... Par exemple il y a un mois entier qui passe parfois entre la journée qu'elle a racontée et la nuit qui suit. Ce qui est un peu étrange mais bon c'est dit dedans. Le livre était génial, j'ai adoré ce livre. C'était beau et en même temps affreux, c'était poétique, c'était cruel, c'était horrible. Et j'ai lu ce livre pour Banned Books Week aussi, puisque ce livre a été censuré pour scènes sexuelles explicites et le fait qu'il soit anti-religieux. Donc c'est vrai que là, en fait, la religion est utilisée pour créer ce système totalitaire. Et c'est tellement, mais tellement, mais tellement énervant.
En fait, on peut utiliser la religion pour n'importe quoi. Et là, c'est clairement n'importe quoi. Il aussi qu'il y a des scènes sexuelles explicites. Mais alors, ces scènes, quand on les lit, on a juste envie de refermer le livre et de se dire je le reprendrai plus tard, je ne peux pas lire ça maintenant. Non. Non, non. Une société pareille, si un jour ça arrive, au secours. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous gâcher la surprise, entre guillemets. Mais concrètement, là on est dans une question de discrimination, de sexisme. Il y a aussi des pendaisons pour crimes, mais alors les crimes commis sont... voilà. Le système de la cérémonie, je ne vous en dirai pas plus, mais le système de la cérémonie, waouh, oui. Alors, je voudrais regarder la série télé, mais je pense que si je vois cette scène à l'écran, déjà là, l'avoir imaginé, c'était assez horrible, mais la voir à l'écran, vraiment jouer avec des vraies personnes, mon Dieu. Ensuite, on a aussi l'accouchement. Alors là, je pense qu'on arrive au comble du ridicule de cette société, concrètement. L'histoire est hyper dérangeante parce qu'on se dit que cette société, en fait, ça peut nous arriver. C'est-à-dire que notre monde peut dériver sur une société pareille. Ce qui est hyper flippant. Mais vraiment. Parce qu'en fait, ce livre est à la fois triste parce que, concrètement, cette femme a tout perdu. Hein, sa vie d'avant, elle n'a pas de futur, son présent, c'est n'importe quoi. C'est effrayant parce qu'on se dit, mais mon Dieu, mais si ça pourrait arriver. C'est horrible de se dire qu'un monde pareil peut exister maintenant, là, tout de suite. D'ailleurs, il y a des sociétés qui y ressemblent, encore. Et c'est aussi révoltant, parce que concrètement, la femme est considérée comme un vagin sur pattes. D'ailleurs, l'expression est employée dans le livre. C'est là d'ailleurs que je crois que je me suis arrêtée de lire, je me suis dit, on va se calmer, on va faire autre chose. Hein. Donc la femme est considérée comme un vagin sur pattes, elle n'a d'autre utilité que la procréation. Et elle n'est pas respectée, elle n'est pas considérée comme une femme, concrètement elle est considérée comme un meuble, un objet, un truc avec lequel on peut faire des bébés. C'est tout, voilà. Donc, on a presque l'impression qu'en fait c'est une blague. D'ailleurs même la narratrice se demande à un moment donné si c'est pas un test, si c'est pas une blague, si on n'essaie pas de la tester pour voir jusqu'où elle peut aller. Et justement... jusqu'où elle peut aller, ça la choque elle-même et le lecteur en fait ne peut pas la juger parce que le lecteur tout le long s'identifie à elle, puisque c'est très facile de s'identifier à elle, vu ses réactions face à cette société. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a l'utilisation de la religion, mais il y a aussi l'utilisation de notre situation actuelle, c'est-à-dire en fait la pollution a complètement ravagé la planète tellement qu'il y a une catastrophe biologique qui empêche les femmes d'avoir des enfants et qui rendent en fait les hommes et les femmes stériles. Ce qui rend ce type de société obligatoire. Voilà, comme quoi tout est lié. Au secours. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans ce livre, c'est l'écriture. L'écriture est magnifique. Elle est à la fois poétique et belle et excellente. C'est juste beau. J'ai retenu des tas de citations dans ce livre. Enfin voilà, ce livre est horrible. En plus, un des personnages a prédit en fait tout ça, tout ce qui est arrivé. Et c'est encore plus horrible, j'ai envie de dire. Je vous l'ai dit, on s'attache beaucoup à la narratrice, qui est à la fois forte et en même temps complètement submergée par ce monde dans lequel, qu'elle ne comprend pas, dans lequel elle ne veut pas vivre, mais elle n'a pas le choix. Il y a des personnages comme Moira, qui elle est un peu... dans leur vie d'avant, est un peu l'opposé de la narratrice. Et on l'apprécie beaucoup parce qu'elle est un peu la rebelle par excellence, mais en même temps, dans un système totalitaire, elle ne peut pas faire grand-chose. Le commandeur, par exemple, est un personnage difficile à cerner, exactement comme Serena Joy. On ne sait pas trop comment les prendre, on ne sait pas trop comment ils sont vraiment, ce qu'ils pensent vraiment. Ce qui fait qu'en fait, on les voit aussi à travers les yeux de la narratrice, ce qui fait que le lecteur n'arrive pas à vraiment se dire bon bah elle, par exemple, c'est... Non, elle est horrible. Ou lui, oh mon dieu, non. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, la narratrice se rend compte, parce qu'au début, elle déteste l'un et elle apprécie plus ou moins l'autre. Et elle finit par inverser ses sentiments et elle finit par plus savoir quoi penser d'eux, en fait. Et aussi, dernier personnage qu'on n'arrive pas à cerner, c'est Nick. On sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas trop ce qu'il fait là, on sait pas trop à quoi il sert. Un peu étrange. En fait, à travers le fait que ces personnages, on n'arrive pas à les cerner, parce que la narratrice n'arrive pas à les cerner, on comprend qu'en fait la société de Gilead, je ne sais pas comment on dit, a complètement détruit la confiance que pouvaient s'accorder des êtres humains entre eux, quoi. C'est-à-dire que la narratrice ne fait confiance à personne, et personne ne fait confiance à personne. C'est-à-dire que même dans un couple marié, on ne se fait pas confiance.
même entre compagnes. Et en fait, on peut même pas avoir d'amis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien. Il y a juste des relations formelles, genre la cérémonie. J'ai trouvé la fin très surprenante, je m'attendais pas du tout à ça. Et quand j'ai lu la fin, en fait, je me suis dit, quoi? En fait, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, ce qui est vraiment frustrant. Et en même temps, on s'en fout un peu, en fait, de ces questions qui restent sans réponse. On a presque envie de lire une suite, qui ne viendra jamais. Mais en fait, ce livre est tellement important, il est primordial. Je veux dire, tout le monde devrait le lire, rien que pour le... Une société pareille ne devrait jamais exister, et tout le monde devrait se battre pour qu'elle n'existe pas, ce qui n'est pas du tout le cas. Certains même se battent pour qu'elle existe. À la fin de mon édition, Margaret Atwood donne son point de vue sur son livre et pourquoi elle a écrit un livre pareil, tout ça. Donc elle s'est inspirée des dystopies du genre 1984, Fahrenheit 451 et... je me souviens déjà plus la dernière qu'elle donne. Brave New World, donc le meilleur des mondes. Et en fait, elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'une société totalitaire serait, enfin donnerait aux États-Unis. Elle pense que en fait cette société serait dirigée par la religion et qu'elle toucherait directement les femmes puisque les femmes ont toujours, enfin les sociétés ont toujours voulu contrôler les femmes et leur capacité à avoir des enfants, le taux de fécondité, le taux de natalité, tout ça. Et à la fin de son espèce de compte rendu, elle dit qu'elle espère que La Servante écarlate restera un livre, que l'histoire restera entre les pages et que jamais, jamais ce livre ne deviendra réalité. C'est ce que j'espère aussi, pitié. Dans la description, je vais vous joindre un lien pour un article de Marianne qui fait le lien entre La Servante écarlate et les États-Unis de nos jours. Et ça fait trop peur, je vous assure. En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a de l'émotion et on a peur quand on se lit ce livre, mais j'ai tellement eu envie de pleurer en lisant ce livre. Encore là, rien qu'y d'y penser. Voilà, mais c'est quand même un de mes livres préférés de tous les temps. C'est un chef-d'œuvre ce livre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre visionnaire. Enfin, visionnaire. J'ai pas envie de dire visionnaire, mais concrètement si. Visionnaire dans la dystopie en tout cas. Parce que un monde pareil est possible malheureusement. Je recommande à tout le monde de lire ce livre. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, lisez-le. Ensuite, toujours pour la Banned Books Week, je me suis dit que j'allais lire Le Petit Chaperon Rouge. Bon, j'ai pas lu tout ça, ne vous en faites pas, hein, je ne suis pas encore surhumaine. J'ai lu Le Petit Chaperon Rouge et Hansel et Gretel, qui ont tous les deux été des contes censurés. Donc Le Petit Chaperon Rouge a été censuré parce que les nazis s'en étaient servis pour représenter les nazis comme le Petit Chaperon Rouge et le loup comme le juif. Quant à Hansel et Gretel, il a été banni, je pense, pour cannibalisme et pour violence aussi. Parce que, bon, faut dire que c'est violent. J'ai apprécié de lire les contes d'origine, hein, enfin des contes d'origine, dans la version censurée par les frères Grimm directement, puisqu'ils ont écrit aussi des contes en version non censurée, donc la version de base, qui a été d'ailleurs éditée par Jake Zipes, je crois. Jake Zipes, pardon. Qu'il faudrait que je lise d'ailleurs. Mais oui, donc j'ai été contente de découvrir ces contes, je les connaissais déjà, mais pour les relire pour la Banned Books Week, c'était quand même sympa. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Bleach tome 74, The Death and the Strawberry, c'est-à-dire le dernier tome de la série. C'était tellement triste de lire ce dernier tome. En fait, je m'attendais à ce que la série continue jusqu'au tome 80, 85, et là 74 et c'est fini. C'est aussi un livre emprunté. Alors, bon bah c'était génial de retrouver les personnages, hein, mais du coup, c'était un peu rapide, j'étais un peu triste, un peu déçue entre guillemets. Mais en même temps, une série de 74 tomes, je veux dire qu'elle se termine un jour. J'ai aimé la fin, vraiment, c'était sympa. Et je relirai d'autres mangas liés à Bleach, c'est-à-dire notamment les mangas des films. Voilà, c'était bien. Et les derniers personnages qu'on découvre à la fin, oh oui, j'étais contente. Bon, je peux pas trop vous en dire évidemment, puisque c'est quand même le tome 74, mais je vous conseille de lire cette série si vous aimez les mangas avec de la magie, de la baston, tout ça. Donc c'est tout pour le bilan du mois de septembre, hein. Comme je vous l'avais dit, j'avais commencé The Romance of the Forest d'Anne Radcliffe, que je n'ai pas fini à temps, donc je ne peux pas vous en parler. Et j'ai commencé The Girl on the Train de Paula Hawkins, dont je vous parlerai sans doute dans mon bilan d'octobre, mi-mois octobre. Voilà, c'est tout pour ce bilan, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou si vous voulez les lire, je vous en prie, dites-moi. Si vous avez autre chose à me dire, dites-moi dans les commentaires. Sinon, on se retrouve bientôt pour un tag et je vais aussi vous faire une palle pour un challenge d'automne auquel je vais participer. Donc, à bientôt, bye!